Bonjour à tous. Donc, en effet, je vais vous parler de la production et de la caractérisation des cellules stromales mésenchymateuses à usage clinique. Donc, pour commencer brièvement le procédé de fabrication de ces CSM, on va partir d'un prélèvement de tissu à partir duquel on va isoler ces CSM, les expandre, éventuellement les conserver sous forme congelée, et puis réaliser un certain nombre de contrôles qui vont permettre d'établir la qualité et la fonctionnalité de nos cellules, et enfin les distribuer, libérer le produit pour administration aux patients. Donc, il y a bien sûr des enjeux et des difficultés spécifiques à chaque étape de ce procédé. L'objectif étant évidemment de valider, de standardiser ce procédé pour obtenir un produit cellulaire qui aura des propriétés thérapeutiques similaires pour chaque patient. Alors, ce n'est pas si facile que ça, le similaire, puisqu'on va travailler sur du matériel qui est vivant. Et donc, on a déjà un procédé de fabrication qui sera complexe, mais surtout, il faudra gérer la variabilité lors d'une production par rapport à l'autre et bien sûr définir des contrôles qualité avec des spécifications qui seront également difficiles à fixer. Et donc, au cours de ce procédé, il y a différents paramètres qui peuvent influencer les fonctions biologiques des CSM. Et donc, c'est ce que je vais tenter de vous démontrer à travers cette présentation, à travers quelques exemples. Donc, je vais revenir très brièvement, parce que ça a été abordé juste la présentation précédente, sur le choix du donneur au départ, entre l'autologue et l'allogénique, donc avec cette fonctionnalité des cellules chez les patients atteints notamment de maladies auto-immunes. Et l'avantage de l'allogénique qui permet de standardiser les procédés, d'avoir des stocks disponibles plus importants. Et donc, on peut imaginer en allogénique soit un donneur pour un patient, mais également la possibilité de faire des stocks de CSM à partir d'un ou plusieurs donneurs et pouvoir traiter ainsi plusieurs patients avec un produit identique. La notion qu'il faut avoir, c'est la variabilité qui existe entre les donneurs. Ça peut avoir un impact notamment sur le procédé de fabrication. Vous avez ici un exemple de 5 donneurs différents et qui représente la différence que vous pouvez avoir sur la capacité de prolifération de ces cellules. Pour obtenir une dose similaire de 350 millions de MSC, vous voyez que la durée de culture peut être assez variable, du simple au double, le nombre de passages également. Et bien sûr, ça a un impact sur ce processus de fabrication en termes de coût, puisque le volume de milieu de culture nécessaire sera plus important. Donc, une variabilité avec un impact sur la procédé, mais également sur la fonctionnalité et les fonctions biologiques des CSM, puisqu'on sait maintenant l'importance de l'enzyme IDO dans les capacités fonctionnelles de ces CSM en termes de propriétés immunomodulatrices. Et vous avez ici un exemple où vous avez ici en abscisse l'expression d'IDO dans différents donneurs et on voit que cette expression peut être très variable. Et on sait que ce niveau d'expression de l'IDO est corrélé à l'inhibition de la prolifération des lymphocytes par les MSC. Et donc on voit qu'en fonction du donneur, on peut avoir des effets complètement différents. Deuxième paramètre à prendre en considération, ça va être le tissu à partir duquel vous allez isoler les CSM. Donc, on a vu qu'il y avait différentes possibilités. Donc, on va prendre en compte la faisabilité du prélèvement, les modalités d'isolement et de préparation qui sera un peu différentes en fonction des tissus. Et puis un point qui est important, c'est les propriétés thérapeutiques attendues dans l'indication clinique pour laquelle vous allez utiliser ces CSM. On sait que les CSM peuvent avoir des propriétés plus ou moins un petit peu différentes en fonction du tissu d'origine. Et donc, il peut être intéressant d'orienter aussi le choix du tissu d'origine en fonction des propriétés que l'on cherche à utiliser. Une fois que vous avez prélevé votre tissu, il faut donc isoler ces CSM. C'est basé sur leur capacité d'adhérence au plastique, comme on l'a vu précédemment. Un des principaux tissus utilisés, c'est la moelle osseuse. Donc, il y a un prélèvement qui est peut-être un peu compliqué au bloc opératoire, mais d'un point de vue isolement des CSM, c'est ce qui est le plus simple, puisqu'on part de cellules en suspension, de cellules modulaires, que l'on peut ensemencer directement dans le milieu de culture sur du plastique. Et donc, les CSM vont adhérer au plastique. Et donc, on pourra par la suite, donc on peut les isoler assez facilement. Si vous partez de tissus
comme le tissu adipeux ou le cordon ombilical, l'étape d'isolement est un petit peu plus compliquée puisqu'il faut digérer le tissu pour libérer les cellules de la matrice extracellulaire. Donc on utilise des enzymes protéolytiques. Et ça peut avoir un impact sur votre procédé et puis sur les propriétés fonctionnelles des CSM, puisque en fonction des enzymes que vous allez utiliser, des conditions d'incubation de cette enzyme, vous pouvez avoir une petite différence sur les CSM ainsi obtenus. Donc vous avez une autre possibilité qui évite cette digestion enzymatique, notamment avec le cordon ombilical, qui est la méthode des explants, qui consiste à couper le cordon ombilical en petits morceaux. Et puis, donc, les CSM vont pouvoir adhérer au plastique et migrer à partir de ces petits morceaux. Une fois que vous avez isolé vos CSM, vous allez avoir une étape d'expansion des CSM qui sera nécessaire pour amplifier et obtenir une quantité suffisante de CSM pour traiter un patient. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expansion des cellules. Donc, pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la culture cellulaire, donc une fois que vous avez vos cellules en culture dans un milieu de culture, au bout de plusieurs jours d'incubation des CSM à 37 degrés dans un incubateur, vous allez avoir une prolifération et donc vous allez avoir au microscope, on peut visualiser les CSM. Et donc on évalue ainsi la confluence de ces cellules. Et lorsqu'elles arrivent à confluence, on va les récolter. C'est ce qu'on appelle un passage de cellules. Et donc, on va les récolter en utilisant une enzyme qui va décrocher les cellules du plastique et on peut ensuite les réensemencer sur une surface de plastique plus importante, ce qui va permettre d'amplifier de nouveau les CSM. Donc, lorsqu'on fait des CSM à usage thérapeutique, bien sûr, les doses qu'on doit obtenir sont bien plus importantes que celles qu'on utilise pour faire de la recherche ou du modèle animal. Et donc, on a recours à un certain nombre de dispositifs de consommables, donc des plateaux de culture à plusieurs étages. Et puis, au niveau industriel, on peut utiliser certains types d'équipements, type bioréacteurs, qui permettent d'augmenter cette capacité d'expansion tout en contrôlant, en monitorant les conditions de culture. Donc, cette expansion de CSM, il faut qu'elle soit importante pour obtenir suffisamment de cellules pour traiter vos patients. Mais ce qui est important, c'est de maintenir au cours de cette culture la viabilité, le phénotype des CSM et également leur fonctionnalité. Ces CSM, vous n'allez pas pouvoir les faire proliférer sur le long terme. Au bout d'un moment, elles vont arrêter de proliférer. Elles vont entrer en sénescence. Et on sait que cette entrée en sénescence, il y aura une perte de la fonctionnalité. Donc il ne faut pas trop pousser les cultures et utiliser des CSM à des passages tardifs après un certain nombre de doublements de population parce qu'on risque de perdre la fonctionnalité de ces cellules. Et donc, il en découle qu'il est nécessaire d'effectuer une optimisation du procédé de culture. Donc en choisissant un milieu de culture adapté, une densité cellulaire qui sera adéquate, qui permettra de faire proliférer vos cellules tout en limitant le nombre de passages, puisque ce passage nécessite l'utilisation d'une enzyme qui peut altérer les cellules. Et puis on essaye de ne pas faire une durée de culture trop longue pour éviter cette perte de potentiel au cours du temps. Le milieu de culture que vous allez utiliser, c'est un milieu de base auquel vous allez ajouter un certain nombre de suppléments qui vont permettre, de facteurs de croissance qui vont permettre de favoriser la prolifération des cellules. Donc on peut utiliser du sérum de veau fœtal qui pose les problématiques d'utiliser des produits d'origine humaine sur la production de cellules à usage thérapeutique chez l'homme. On peut, et ce qui est principalement utilisé pour un usage clinique, c'est le lysat plaquettaire humain. Donc avec ces deux types de produits se posent quand même quelques problèmes qui peuvent être source de variabilité pendant votre procédé. Puisque vous allez avoir des lots différents à utiliser en fonction de vos productions. Et ce sont des produits d'origine animale ou humaine, mais qui présentent une certaine variabilité dans leur composition au fur et à mesure en fonction des lots, et donc forcément des variabilités sur votre taux d'expansion. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des produits, des suppléments qui sont utilisés avec des protéines recombinantes qui permettent d'avoir des concentrations bien définies, un milieu qui sera fixe et dont on connaît la composition qui sera identique à chaque fois. Ce qui est important également à prendre en considération, c'est l'influence de ce milieu de culture sur les CSM et sur leur fonctionnalité.
lorsqu'on utilise du lysat plaquettaire, il y a dans la littérature un certain nombre de données qui peuvent des fois être contradictoires sur l'influence du lysat plaquettaire, notamment sur les fonctions immunomodulatrices des CSM. On s'est un peu posé la question de pourquoi ces données peuvent paraître contradictoires. Et en fait, il s'avère qu'en fonction des modalités de préparation de ce lysat plaquettaire, vous pouvez avoir du lysat plaquettaire qui contient plus ou moins du fibrinogène. Et on sait que la présence de fibrinogène, enfin dans cet article du moins, on montre qu'un lysat plaquettaire donc, qui contient du fibrinogène possède des propriétés immunomodulatrices moins importantes que des CSM cultivés en sérum de veau fœtal et surtout des CSM cultivés en lysat plaquettaire mais qui a été déplété en fibrinogène. Donc ça, c'est pour illustrer le fait que votre milieu de culture peut influencer les fonctions des CSM et donc il faut toujours vérifier que vos conditions de préparation de cellules vous permettent bien d'obtenir des CSM avec des propriétés que vous recherchez. Si on part sur une stratégie de banque, de stock de MSC pour plusieurs patients, c'est-à-dire qu'on prépare le stock et donc on congèle ces cellules. Et ça, c'est une étape qui est importante puisqu'il faut s'assurer, il faut maîtriser cette étape de cryopréservation puisqu'il faut, que lorsque vous allez décongeler les cellules pour les administrer aux patients, que celles-ci soient viables et fonctionnelles. Et donc, il y a un certain nombre de paramètres à vérifier, à mettre en place pour optimiser cette étape et définir les meilleures conditions. Alors, cette étape de cryopréservation a quand même des conséquences. Il y a un certain nombre de données dans la littérature qui ont étudié l'impact de cette cryopréservation sur la fonctionnalité in vitro des CSM. Et plusieurs données montrent que ces CSM, si vous comparez les fonctions immunomodulatrices de CSM dites fraîches, c'est-à-dire en culture, versus décongelées, et donc leur propriété juste à la décongélation, les cellules décongelées possèdent des propriétés immunomodulatrices moins importantes. Donc c'est ce que vous avez ici. Donc là, vous avez l'inhibition de la prolifération des lymphocytes T lors des co-cultures de PBMC et de MSC. En blanc, des CSM donc de différents donneurs fraîches, et puis d'autres après décongélation. Et donc on voit qu'après décongélation, les CSM sont moins capables d'inhiber la prolifération de ces lymphocytes T, mais que cet effet peut être réversible, puisque lorsqu'on les remet en culture, ces CSM décongelés ici en noir, lorsqu'on les remet en culture, au bout de quelques jours, même dès le premier jour, elles récupèrent cette capacité d'inhibition de la prolifération des PBMC. Donc ça a un impact sur la fonctionnalité in vitro, mais on peut retrouver également cet impact sur l'efficacité thérapeutique des CSM chez les patients. Et donc vous avez ici un travail qui avait été fait donc, chez des patients atteints de GVH en post-allogreffe de CSH. Donc on certes sur peu de patients, mais vous avez ici la réponse clinique et on voit donc sur la barre en blanc que des cellules fraîches à passage précoce 1-2, 100% des patients qui ont reçu ce type de cellules ont eu une réponse clinique, tandis que sur des cellules congelées, tout passage compris, donc y compris avec des passages un peu plus tardifs, des passages 3, 4, 5, on a seulement 50% de réponse clinique. Donc c'est vraiment un paramètre à prendre en considération et à valider avant de partir sur ce type de stratégie. Donc, lorsque vous avez produit vos cellules, il va falloir effectuer un contrôle qualité dessus. Donc, on va identifier, bien sûr, s'il s'agit bien de CSM, donc l'identité, la pureté, leur efficacité et puis leur sécurité chez le patient. Donc, on a un certain nombre de contrôles qualité à mettre en place qui vont nous permettre donc, de démontrer l'efficacité de ces cellules, d'établir des spécifications et des critères libératoires pour assurer la libération du produit pour administration. L'identité et pureté, très brièvement, bien sûr, on fait un immunophénotypage des CSM donc sur un certain nombre de marqueurs, donc les marqueurs qui ont été décrits précédemment. Mais on doit d'ailleurs rajouter d'autres types de marqueurs, des marqueurs qui peuvent être choisis selon l'origine tissulaire de vos CSM ou liés aux propriétés des CSM. En ce qui concerne la fonctionnalité, l'efficacité, pour établir ce type de test, la stratégie consiste à prendre en considération, bien sûr, la physiopathologie dans votre indication clinique, la fonction biologique des CSM, et puis quel est le mécanisme d'action des CSM dans cette pathologie.
Et en fonction de ça, on va établir des tests qui vont permettre de suivre donc, toutes ces fonctions biologiques des CSM au cours du développement du procédé, mais l'idéal étant que ces CSM corrèlent avec les fonctions biologiques, que les fonctions biologiques des CSM soient corrélées avec les données clinico-biologiques pour pouvoir établir des facteurs prédictifs de la réponse. Et donc, en termes d'immunomodulation, l'ISCT a établi un certain nombre de recommandations qui consistent à faire différentes propositions de tests sur la réponse au priming par l'interféron gamma, et puis regarder l'expression d'un certain nombre de marqueurs d'activation, l'inhibition de la prolifération lymphocytaire, l'activité de l'IDO et bien sûr également le sécrétome. Donc, le plus souvent, on va être amené à faire une combinaison de ces différents tests pour essayer d'établir ces fameux potency essays avec un certain nombre de difficultés qui sont liées à la validation de ces méthodes analytiques. Très brièvement pour finir, la sécurité, donc bien sûr tout ce qui est stérilité et puis le risque de transformation maligne. Et donc, j'espère vous avoir montré que lors d'un développement de procédés de fabrication, il y a un certain nombre de variables qu'il faut maîtriser et standardiser et valider pour pouvoir assurer la qualité et la sécurité du produit administré. Je vous remercie de votre attention.